les travaux du GIEC dressent un espèce de bilan aussi rationnel et chiffré que possible, je suis désolée parce que moi, ça reste pas au cerveau. Ouais. Ça va au cœur. Donc effectivement, on peut avoir un débat qui reste très superficiel, mais ça signifie des morts, des victimes. Ça signifie déjà des morts et des victimes. Ma vie ne consiste pas à avoir une pensée déconnectée. Ça ne m'intéresse pas. Ouais. Ce qui fait que je souffre. Et j'y trouve la possibilité d'échanger avec des gens qui adorent s'informer. Mais alors, chaque élément d'information que l'on acquiert, quand on va le connecter, eh ben, c'est une souffrance à traverser et à mettre en sens. 2025, c'est le nombre de décès supplémentaires causés par l'infernale canicule du mois de juin. Et après une seule semaine de répit, c'est une nouvelle canicule qui arrive. Et si rien n'est fait, l'été que l'on est en train de vivre pourrait être le plus froid que l'on connaisse, si rien n'est fait pour enrayer le dérèglement climatique. C'est ce que disent en tout cas les scientifiques. Mais le problème, c'est que les scientifiques, peu de monde les écoute et encore moins le gouvernement. Et il est vrai que le gouvernement en question semble aux abonnés absents en matière d'action publique. Rien pour les personnes âgées, rien pour les logements bouilloires thermiques, rien pour ceux qui suivent des traitements psy. Pour tenter de tirer la sonnette d'alarme, le groupe écologiste a déposé en fin de semaine dernière une motion de censure contre le gouvernement pour le sanctionner de son inaction climatique. Motion de censure rejetée, Sébastien Lecornu a une fois de plus été sauvé par une large partie du Parti socialiste et par le Rassemblement national. Ce n'est pas la première fois, cependant, loin s'en faut, que l'État est ciblé pour son inaction depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir. En 2021, déjà, c'est l'affaire du siècle qui avait fait condamner l'État français. Et l'année dernière encore, en 2025, plusieurs ONG avaient de nouveau attaqué la France en justice pour le même motif. Qu'est-ce qui a changé depuis ? Rien ou presque, si ce n'est les coupes budgétaires, le projet de démantèlement des établissements publics consacrés à l'environnement pour la plupart et que le gouvernement veut fusionner en une seule agence. Lundi 6 juillet dernier, les ONG dénonçaient de leur côté le recul dans les politiques environnementales à l'échelle européenne. Lundi 6 juillet toujours, c'est le jour qu'a choisi le gouvernement en plein débat sur la motion de censure pour mettre fin au programme sur l'adaptation des logements et des territoires, en pleine canicule. Pendant celle de juin, sans doute trop paresseux pour pouvoir parler de vraies solutions, les médias ont préféré s'attarder par exemple sur le plan clim du Rassemblement national. Preuve de plus qu'il faut devenir donateur mensuel en allant sur Cap sur 10K pour soutenir le média, parce que nous, pour parler de cette canicule, on a invité 3 scientifiques du collectif Scientifiques en Rébellion et eux aussi ont des choses à dire sur l'inaction du gouvernement. Le fond de l'info, c'est tout de suite. Bonjour à toutes et à tous. Pour ce fond de l'info, donc consacré à la canicule, je suis donc en compagnie d'André Backer. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheuse en sciences des matériaux à l'Université de Lille. Laurent Husson, bonsoir aussi. Bonjour aussi, pardon. Bonjour, bonsoir. Vous êtes chercheur en sciences de la Terre à l'Institut des sciences de la Terre. Et vous, Fabienne Barato, vous êtes avec vous en visio. Bonsoir, bonjour. Bonjour. Vous êtes, quant à vous, ingénieur à l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Merci en tout cas d'être avec nous sur ce plateau pour parler un petit peu de ce contexte chaud, si on peut dire. Alors, je suis un petit peu obligé de commencer par ça, mais la motion de censure écologiste a été examinée à l'Assemblée nationale lundi 6 juillet dernier. Elle a été rejetée. Grâce en partie au Parti socialiste et au Rassemblement national. J'ai envie quand même de vous demander, parce qu'on est dans l'actu chaude et que cette motion de censure visait justement l'inaction climatique du gouvernement, quelles ont été vos réactions à ce rejet de la motion de censure, et surtout, est-ce que vous partagez le constat des écologistes sur l'inaction du gouvernement ? Qui veut commencer ? André, peut-être ? Oui, je peux commencer. Alors, j'en profite peut-être pour mettre un tout petit peu quelques éléments de contexte sur notre collectif. Donc, on est un collectif de scientifiques et engagés qui se disent en rébellion, c'est-à-dire que quelque part, on fait cette démarche de sortir aussi des académies et c'est aussi une démarche personnelle, intime, qui reflète un désaccord profond avec ce qui se passe dans la société, enfin la façon dont elle évolue. Alors, on est un collectif qui est transdisciplinaire de plus en plus, même si on aimerait évidemment en avoir encore plus, notamment dans les sciences humaines, les sciences sociales et tout ce qui apparaît aujourd'hui comme fondamental pour traiter cette question climatique qui au départ est essentiellement dans le chiffre, dans les courbes, dans les trajectoires.
Alors, j'en viens aussi à votre question. Oui, C'est que on est un collectif qui a besoin de prendre le temps de la réflexion. Donc, effectivement, pour ça, j'entends tout à fait votre demande de réagir à l'actualité. C'est votre travail. Mais nous, on va être quand même relativement prudents. Et également aussi sur le fait qu'il s'agit de porter un jugement sur des actions qui sont de politique partisane. Ouais. Voilà. Donc, je pense qu'on peut dire qu'on est un collectif de gauche, mais on sait bien que la gauche est divisée. Et chacun va avoir des positions de soutien ou de non-soutien vis-à-vis des différentes sensibilités. Je pense que je vais rendre la parole à mes amis, parce que j'ai beaucoup parlé sur la question de est-ce qu'on est d'accord ou pas sur l'inaction du gouvernement. Et simplement pour terminer, que notre collectif, il essaye d'être auprès des luttes locales, des luttes engagées, des luttes qui rassemblent des citoyens qui ont on va dire, des nuances politiques qui vont être justement variées. C'est vraiment important de conserver ce côté pluriel dans les partis politiques, je pense. Et donc, on est sur ces luttes locales, mais on est aussi conscient, et je pense qu'on est là aussi pour en parler, qu'il y a un enjeu de pouvoir et qu'on a des échéances, qu'il n'y a pas que le climat, il y a la peur les craintes sur la montée de la fascisation, l'extrême droite, etc. Donc on n'est pas naïf, mais on a une certaine forme de réserve, si vous voulez bien. Ouais. Vous partagez, Fabienne et vous, Laurent, vous partagez cette réserve aussi, ou est-ce que effectivement il y a quand même, en tant que scientifique, quelque chose à dire quand même sur l'action du gouvernement ou pas? Non, je pense que André a bien répondu. C'est fait. On a effectivement la volonté d'en faire un sujet politique, mais on ne va pas s'insérer dans la politique politicienne partisane, comme elle l'a très bien dit. En revanche, si c'est évidemment de savoir si on est plus sympathisant des propositions qui émanent des écolos ou de LFI, ça sera un secret pour personne. Qu'on préfère ça aux politiques macroniennes, mais c'est pas avec ça que vous allez avoir le Pulitzer. Le but, c'est pas forcément d'avoir le Pulitzer. C'est surtout, en fait, d'avoir de tenir un propos sur l'action ou l'inaction du gouvernement en la matière. C'est pas de savoir si la motion, c'est une réaction à la motion de censure, c'est une chose, mais c'est surtout sur l'action du gouvernement, parce que c'est quand même quelque chose que vous ciblez aussi beaucoup en tant que collectif. Donc c'est ça qui est intéressant, d'autant qu'il y a quand même eu hier cette annonce de la suppression du programme de recherche sur l'adaptation des logements et des territoires. Il y a les budgets de MaPrimeRénov' qui ont été sabrés, les budgets de l'ADEME aussi, qui est un organisme qui justement est aussi consacré au réchauffement, enfin à la lutte pour la transition écologique. Est-ce que vous avez Comment vous voyez, vous, cette action ou cette inaction du gouvernement? Enfin, vas-y, Fabienne, parce que... Ouais, moi je veux bien intervenir, parce que plusieurs fois, là, le terme d'inaction, il a déjà été mobilisé. Et en fait, nous, on pense qu'au contraire, il est très actif, ce gouvernement, et avec une forme de cohérence et de tenue sur le long terme de son action, qui est une action mortifère et de destruction de tout ce qui pourrait aller dans le sens d'une adaptation, d'une atténuation, etc. Ils sont très, très proactifs pour déréguler, pour réduire les investissements dans les services publics, pour faire reculer l'âge de la retraite, pour placer sur la liste des organisations terroristes des groupes dits Antifa, pour diviser les subventions publiques, etc. etc. Donc moi, je trouve que parler d'inaction, c'est encore leur faire un bien gros cadeau, parce que en fait, c'est pas de l'inaction, c'est bien au contraire une politique très, très structurée et très cohérente de dérégulation, et que si on prononce pas les mots de néolibéralisme et de capitalisme, on comprend pas ce qu'ils font, et on peut pas analyser leur action, voilà, parce que c'est très cohérent au contraire. Oui, parce qu'en fait, c'est ça un petit peu aussi l'objet de Scientifiques en Rébellion, c'est de pointer évidemment en fait, le corpus idéologique qu'il y a derrière ces politiques, qu'elles soient du gouvernement ou des gouvernements en général, mais aussi d'enclencher une action qui ne soit pas uniquement une action de scientifique, mais aussi une action populaire et citoyenne. Complètement. Complètement. Donc là, c'est le constat dans lequel on est, qui est un constat de transformation de l'État. C'est que le contrat tacite entre les scientifiques qui sont dans les académies et l'État, c'était d'éclairer les décisions politiques. Ouais. Dans notre collectif, on est tout à bout
d'espoir, en fait, que ce processus fonctionne. Et je pense qu'on partage cet accord avec des scientifiques qui ne sont pas dans notre collectif bien plus largement. On fait des rapports et ils ne sont pas entendus. Oui. Bon. Il est temps que ça s'arrête, ce schéma-là, et d'où la notion de rébellion. Mais alors, il faut bien... Du coup, on se tourne vers quelque chose qui ne peut pas être l'État. Et finalement, qu'est-ce qui reste? Ce sont les citoyens, les associations, les collectifs activistes avec lesquels on a de l'affinité sur certaines modalités d'action, on va dire. Les syndicats, enfin, on se pose... Après, maintenant... comme on dit, on représente pas tous les scientifiques, not all scientists, mais on est quand même un petit collectif quand on réalise qu'il y a certainement des milliers de scientifiques en France et qu'on est au maximum quelques centaines, donc on peut pas être partout. Mais donc effectivement, on est en recherche, comme d'autres acteurs, de modalités d'agir sur ce système. Ouais. C'est vrai que, en plus, les citoyens sont en première ligne. Là, on est dans un contexte de canicule. On a bien vu pendant la première semaine de canicule que, par exemple, il y avait des quartiers populaires qui se sont retrouvés toute une nuit sans électricité, donc plus de ventilateurs, plus de frigo, etc. Il y a plusieurs années, il y a eu une convention citoyenne dont les préconisations n'ont absolument pas été reprises par Emmanuel Macron et le gouvernement. Donc, on a l'impression qu'effectivement, si on parle, quand je dis inaction du gouvernement, je me comprends, c'est en fait, il agit dans une certaine logique, mais en agissant dans une certaine logique, il n'agit plus dans celle qui devrait être, donc celle de protéger, en fait, ne serait-ce que ses citoyens contre les canicules, les vagues de froid, les coupures d'électricité. Quelle analyse vous tirez, vous, Laurent, de cette situation ? Ouais, je pense que c'est le moment de parler d'adaptation et atténuation, même si c'est des mots qui peuvent être un peu réducteurs, ils sont quand même assez incontournables, je pense. Et sur l'adaptation, on peut en parler. Elle se décline à l'urgence. C'est ce qui a été fait médiatiquement la semaine dernière et qui va être fait la semaine prochaine, encore une fois, certainement. Il y a l'adaptation d'urgence. On peut élaborer dessus sur ce qu'il faudrait faire dans l'urgence. On peut élaborer sur l'adaptation qui conviendrait faire à moyen terme et à plus long terme, qui n'est pas faite dans aucun des tableaux n'est fait convenablement par le gouvernement. À la mairie de New York, par exemple, elle a fait des grands progrès en anticipant l'adaptation à court terme, dans l'urgence. Elle a été capable de répondre aux 38 degrés qui étaient à New York. Sur le moyen terme, c'est typiquement l'isolation des bâtiments, et puis à plus long terme, ça va être l'agriculture, par exemple. Oui. Donc ça, c'est des chantiers qui devraient être anticipés, qui ne le sont pas du tout. Et c'est un peu des marronniers, ces histoires d'adaptation, puisque chaque année, à chaque fois qu'il y a un incendie, il va y avoir un plan Canadair, et puis dès qu'on arrive en automne, ce plan Canadair est complètement oublié, et chaque année, ça se répète. Et il se trouve que là, actuellement, les montagnes du sud de la France sont en feu, et qu'on manque de Canadair. Donc ça, c'est quelque chose qui est... Voilà. Donc on pourrait continuer à développer et faire l'inventaire de toutes les défaillances dans l'anticipation ministérielle et gouvernementale au sens large sur les politiques d'adaptation. Mais ce qui est important et ce qui était un petit peu ce que mentionnait André, c'est qui s'adapte à quoi en fait. C'est adapter, est-ce qu'on adapte les humains à un environnement dégradé ? En fait, c'est ça qu'il est en train de faire. Ouais. Et André mentionnait les politiques néolibérales qui sont incontournables. Et le néolibéralisme sert de fer de lance, justement, pour forcer l'adaptation des humains et au-delà de tout l'ensemble des sphères de la Terre. Donc la biosphère, l'atmosphère et l'anthroposphère doivent s'adapter à la dégradation de l'environnement physique qui est causée par les activités humaines. Donc c'est bien en cohérence, c'est aussi ce que disait Fabienne, il y a toute une cohérence là-dedans. Oui, Fabienne, c'est vrai, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais effectivement, cette question d'adaptation, elle pose question justement parce que plutôt que de dire faut qu'on arrête d'avoir des canicules comme ça, on a plutôt l'impression que le discours ambiant c'est il faut s'adapter à ces canicules, comme si rien ne pouvait les juguler. En fait, ce qui est intéressant, c'est que je trouve que pour analyser ce terme d'adaptation, il faut à la fois, c'est contestable à la fois au plan des corps et du vivant et de sa capacité ou pas à survivre tout simplement à des températures extrêmes ou longues, à des épisodes de ce type. Et donc dans l'adaptation, il y a une impossibilité en fait à un moment donné, on ne s'adaptera pas à tout, le vivant ne peut pas s'adapter à tout. Et donc on peut le prendre par le prisme de sciences plutôt biologiques, etc. Et en même temps, dans la question de l'adaptation, ce qui embête
embêtant, c'est que ça invisibilise les inégalités sociales. C'est-à-dire que quand on parle d'adaptation en général, comme si tout le monde vivait dans les mêmes conditions pour s'adapter à une pression extérieure qui, de fait, est la même pour tout le monde. Et ça invisibilise les structures de société qui font que certaines personnes sont non pas plus vulnérables, mais plus vulnérabilisées par ce qui existe autour. C'est pas une propriété intrinsèque des gens que d'être vulnérable, ça dépend du contexte. Et en fait, de parler d'adaptation en permanence, ça fait oublier que, c'est ce que disait Laurent, d'abord, on ne pourra pas s'adapter à tout et que du coup, il va y avoir des choix, éventuellement des choix coercitifs et que surtout, ça ne va pas toucher tout le monde de la même manière. Et le risque, c'est d'invisibiliser effectivement ces inégalités de traitement et de sort qui vont être réservés à certaines catégories de personnes. Laurent, je crois que vous vouliez rajouter quelque chose. Oui, effectivement, Fabienne a lâché le mot, la coercition, c'est effectivement ce qui est en préparation. Et je dirais que de façon bien navrante, les seuls qui prennent au sérieux l'adaptation, c'est les militaires. Ouais. Pas seulement pour repeindre les chars en vert, ils communiquent dessus, certes, mais également pour être capables. Ils sont bien conscients que ça va créer. Le réchauffement climatique est identifié comme facteur aggravant des tensions, et les armées se tiennent prêtes. C'est numéro 1 pour l'armée américaine. C'était numéro 1 dans un document prospectif dans un document de programmation de l'OTAN il y a 2 ans. C'est pris très au sérieux par les armées, mais non pas pour adapter et améliorer le sort des populations, mais pour les obliger à maintenir le cap choisi par le néolibéralisme. Donc les forces de coercition, elles ne font qu'augmenter, c'est quelque chose qui est pris très au sérieux pour contraindre les populations à encaisser des conditions, un environnement physique de plus en plus sévère. Ouais. Et puis c'est vrai ce que dit Fabienne, on n'est pas tous dans les mêmes conditions. Il y a les conditions sociales, mais il y a aussi même les conditions géographiques. Quand on vit en plein milieu du Var, ou même dans le coin de Toulouse où il fait quand même beaucoup plus chaud, où les chaleurs peuvent atteindre des niveaux records. Quand on vit en banlieue ou quand on vit dans une maison climatisée, on ne vit pas du tout dans les mêmes conditions. Donc effectivement, s'adapter à quoi ? Oui. Et d'ailleurs, on en a beaucoup discuté entre nous, dans le sens où, je rebondis sur ce que dit Laurent en fait. Quand l'armée se prépare, c'est quand même un signe. Et par ailleurs, ce que moi je perçois, c'est justement la montée de ces discours nationalistes qui associés à la peur et aux peurs qui viennent nous envahir, soit à la vue de la montée des forces de l'ordre, ou soit à la peur du chaos. Ce sont des choses qui peuvent apparaître chez chacun d'entre nous, même de façon inattendue. Mais qui sont manipulables et qui seront, je pense, manipulés dans ce programme d'identité nationaliste. Et justement, en France, il n'y a pas que des habitants légaux. Il y a des habitants illégaux ou en situation de vulnérabilité administrative, j'en connais personnellement, qui sont sur des métiers dits en tension dont on invisibilise totalement la contribution à l'économie. Et si officiellement certains partis portent la nécessité de penser les conditions de travail des travailleurs légaux, quand est-ce qu'on va regarder en face les conditions des travailleurs illégaux qui, à mon avis, ne sont pas chouchoutés dans les conditions dans lesquelles on est. De la même façon, la montée des nationalismes invisibilise et fait perdre de vue de la part des gens que j'espérais plus résistants à ces questions-là, ce qui se passe sur le reste de la planète quand nos sociétés puissantes et encore dominantes écrabouillent et vont chercher dans les autres pays les ressources dont elles ont besoin et privent les autres. Il a été dit à un moment donné, je pense que c'était avec Christophe Cassou d'ailleurs sur un podcast, il faisait référence à la dernière grande crise de chaleur au siècle dernier et les famines que ça avait déclenché en Inde. Je vais essayer de faire court parce que je prends la parole. Mais ça m'avait particulièrement marqué. C'était que l'introduction du podcast rappelait que donc il y a un siècle et demi, ces famines en Inde, elles n'avaient pas été la conséquence du fait que les Indiens n'étaient pas capables de se nourrir. Elle avait été la conséquence du fait que les Indiens étaient sous domination de l'Empire britannique qui s'était accaparé
la nourriture pour eux, voilà. Et je pense que c'est juste une illustration, mais c'est une illustration de l'évidence de ce qui se passe. Et moi, à ce niveau-là, et je pense que notre collectif a quand même un consensus là-dessus, on est internationaliste, c'est-à-dire, oui, on fait le constat de cette instrumentalisation de l'identité nationale, mais c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. S'il y a bien une chose que les sciences du climat indiquent, c'est qu'on ne peut pas s'isoler dans son pays. Voilà. Ouais. Mais Fabienne, je me tourne vers vous. On a quand même je reviens encore à cette première semaine de canicule quand il faisait 40 degrés. Et parce que là, vous avez parlé des nationalistes, donc je suppose qu'on peut penser à l'extrême, on peut légitimement penser à l'extrême droite quand vous dites ça. C'est pas que, effectivement. Mais on a quand même largement vu les médias donner la part belle à cette idée qu'il faut climatiser, les climatiseurs, etc. Alors, on peut discuter de si c'est bien ou pas, mais on a l'impression que à côté de ça, les personnes les plus vulnérables et les autres solutions qui sont scientifiquement préconisées par le GIEC ou même par vous-même sont complètement éludées. Puis on est là, on entend les médias débattre pendant des heures de cette climatisation. Fabienne, comment vous, par exemple, à ce moment-là, vous avez réagi à ce genre de débat et comment on pourrait réussir à mettre les vraies solutions sur le devant de la scène? Le truc, c'est que ça dépend des médias. En fait, ils n'ont pas tous fait le même traitement et pas tous le même focus parce que il y a aussi, en fait, comme à chaque fois, on est à la fois frappé par la qualité d'analyse d'un certain nombre de médias alliés ou via des blogs ou des médias alternatifs, etc., qui font un travail remarquable de synthèse de l'ensemble des connaissances et qui ont une analyse effectivement à long terme, stratégique, interdisciplinaire, etc. Et puis, il y a une grande partie. Alors ensuite, il y a les médias qui sont tenus par Bolloré, qui eux font de l'information, de la contre-information et de la désinformation programmée, j'ai envie de dire, enfin dans la perspective du plan qui est le leur. Et puis il y a toute une autre vague de médias, je sais pas, c'est peut-être que par moi, je connais pas suffisamment le milieu du journalisme, etc., pour savoir quelles sont les conditions de travail, le temps qu'il leur est laissé pour travailler les dossiers, la possibilité qu'ils ont ou pas d'interrompre un invité qui dit manifestement des contre-vérités ou qui raconte n'importe quoi. En tout cas, force est de constater qu'effectivement, un bon nombre des médias grand public ne font pas le travail sérieusement soit de se renseigner, soit d'aller un petit peu questionner éventuellement ce que vont dire des invités qu'ils ont sur leur plateau, ou bien qu'ils choisissent pas bien leurs invités, peut-être, je sais pas. Enfin voilà, donc en tout cas, ce traitement à ce moment-là du sujet et avec l'espèce de focus mis sur la climatisation, avec une instrumentalisation. Déjà, c'est quand même fou de se dire que c'est un sujet mis sur la table par le RN, dont tout le monde s'est ensuite saisi. Enfin, si c'est le RN qui dicte la façon dont on doit traiter les sujets d'actualité, c'est carrément inquiétant. Et puis oui, ça met l'accent sur qu'est-ce qu'on fait au moment de la crise pour gérer la crise. On fait comme on peut, hein, voilà. Et puis chacun à son échelle et avec ses moyens. Et du coup, avec en plus un retournement, c'est-à-dire que si on essayait de commencer à dire que la climatisation, pour plein de bonnes raisons, était de la maladaptation et une mauvaise solution, eh bien, on témoignait d'un manque d'empathie envers les plus vulnérables, etc. C'est-à-dire, c'est vraiment une inversion de l'accusation et de la charge, alors que c'est justement parce que on est très on est très sensible à ces questions de personnes fragiles, d'inégalités sociales, et qu'on est nous-mêmes traversés par plein de sentiments, d'une sensibilité exacerbée aux personnes qui souffrent, que justement, on n'était pas d'accord pour focaliser le débat sur la clim, quoi. Oui, et puis d'ailleurs, puisqu'on parle de clim, et c'est aussi ce qui est intéressant dans le propos de Scientifiques en Rébellion, c'est aussi de rappeler que le débat est peut-être un peu trop focalisé aussi sur le climat en tant que tel, alors qu'il y a aussi la question de l'appauvrissement des sols, de la surexploitation des forêts, des océans, etc. Là, en ce moment, la chaleur, oui, effectivement, ça provoque des incendies, mais du coup, c'est de la flore et de la faune qui sont en train de mourir sous les flammes. Effectivement, ça pose la question à un moment donné, et on n'en parle pas assez, du capitalisme. On a utilisé le mot en début d'émission, mais au bout d'un moment, il va falloir que ça devienne comme du bourrage de crâne. Dire qu'on va pas. En fait, est-ce qu'on peut vraiment efficacement régler la question du réchauffement climatique si on n'éteint pas le capitalisme d'abord?
Non. Non, plus largement, il y a plusieurs choses à dire. Effectivement, donc vous avez mis en parallèle le fait que c'est l'ensemble du système Terre qui devient pris dans cette catastrophe, avec la biosphère qui est impliquée, donc le climat, la biosphère, et puis notre façon de vivre dessus. C'est l'ensemble du système Terre qui est pris collectivement et qui est mis en vis-à-vis de l'espèce de tarte à la crème de la climatisation de la semaine dernière. Alors la seule bonne nouvelle quand même, c'est que le Rassemblement national a compris qu'il y avait un changement climatique. Ah, Ça, oui. c'est quand même un progrès. Ouais, C'est quand même un progrès. Macron l'a toujours pas compris. C'est vrai qu'ils viennent de loin. Donc c'est... Non, Macron n'a pas compris, parce qu'à un moment donné, il nous avait sorti qui aurait pu prédire. Voilà, c'est ça. Donc il n'a pas compris. mais donc le RN lui a damé le pion et elle est plus vite que lui. Donc c'est intéressant. Mais sur la question du capitalisme, effectivement, c'est encore une fois, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, c'est l'adaptation de l'ensemble du système Terre, qui est une volonté. Je préférerais dire le néolibéralisme, qui est l'acteur le bras armé du capitalisme. Mm-hmm. Qui est à l'œuvre pour forcer cette adaptation de toutes les sphères de la Terre. Donc oui, effectivement, c'est pas concevable qu'ils puissent s'encombrer de renoncement et donc d'atténuation. C'est l'autre mot dont on n'a pas parlé encore, ouais. Mais effectivement, le néolibéralisme ne peut pas, en vue de soutenir le capitalisme, s'embarrasser de l'atténuation. Ouais. Qu'est-ce que vous entendez par atténuation, André ? Moi, je voulais juste revenir un tout petit peu sur cette question. Alors, pour situer, je suis arrière-petite-fille de communiste. Mmh. Donc, ça veut dire 3 générations d'éducation communiste et de rébellion à l'éducation communiste, en fait, avec toutes ces nuances. Et donc, ça me donne une perspective où... à bientôt 50 ans, on va dire, avec un recul de ma propre vie, on va dire, j'entends ce qui peut être dans l'anticapitalisme de l'ordre d'une forme d'adhésion idéologique, avec toute la pertinence qu'elle a aujourd'hui, mais j'entends aussi que cette idéologie, elle ne fait pas unanimité dans notre société, à minima. Ouais. Donc, à un moment donné, on en discute entre nous, parce qu'il faut bien avoir une démarche aussi démocratique que possible. Et ce dont on se rend compte, c'est qu'à un moment donné, ceux qu'on n'arrivera pas à convaincre, il faut avoir les moyens de les y contraindre, en fait, en gros, hein, et que c'est un peu l'enjeu de tout ce qui se passe, et qu'il ne faut pas, là, concrètement, il y a suffisamment d'analyses disponibles sur la façon dont le vote de peur face à tout ce qui se passe, et aussi les conditions de vie qui sont complètement dégradées au niveau de certaines populations, les inégalités entre les villes et les campagnes, la séquence de déroute politique sur le modèle alimentaire et la loi du plomb, en fait, la prise en compte de la santé. Tout ça, j'étais en train de penser ma relance là-dessus. Donc, quel que soit... Je vais essayer de revenir sur mon propos, mais quelles que soient les convictions fortes qu'on peut avoir quand on est ancré dans l'anticapitalisme, il y a un moment, effectivement, il faut s'ouvrir à la réalité politique aujourd'hui et aller chercher l'adhésion à un programme qui n'est pas confortable, qui n'est pas un programme de joie pour tous, qui est un programme d'effort et le moyen d'entendre qu'il faut convaincre. Et je vais juste terminer. Ouais. Moi, j'aime beaucoup... Alors, c'est évidemment encore loin pour faire le lien entre ce que je viens de dire et tout ce que j'aurais envie de dire, mais c'est pas grave. J'aime beaucoup les travaux de Sama Karaki, je ne sais pas si vous la connaissez. C'est une neuroscientifique qui vulgarise beaucoup le lien entre l'empathie et le politique. Ouais. Et je crois qu'elle a sorti un livre récemment, et elle explique un petit peu tout notre société, c'est tout des liens d'empathie. Et il faut en parler, parce que là, ça existe, l'empathie. Mais cette empathie, elle est à géométrie variable. Voilà, c'est un fait. Ça ne sert à rien de culpabiliser tout le monde, c'est un fait. Et du coup, elle dit, il faut aussi apprendre à la politiser, c'est-à-dire à la prendre en compte. Et alors, elle raconte quelque chose d'assez rigolo. C'est que des gens qui sont dans un certain confort, qui ont certains privilèges, et quand on essaie de le retirer, ça hurle fort.
Et c'est une vraie... Alors, c'est ce qui est bien dans ce qu'elle le dit. Moi, je vais peut-être tenter de le dire de façon moqueuse, mais elle ne le dit pas de façon moqueuse. Elle le dit d'un point de vue neurologique, d'un point de vue psychologique. C'est une vraie souffrance individuelle, personnelle, que de se voir retirer des choses qui contribuent à notre confort et d'être mis dans une insécurité parce qu'on a été construit toute sa vie. C'est l'idée que c'était acquis. Donc, je ne sais pas ce qu'il en adviendra politiquement. Mais il est évident que, pour moi, aujourd'hui, qu'il y a une certaine forme de politique qui est à l'écoute de ces expressions de souffrance, de déroute, d'angoisse. C'est pas mon souhait, parce que moi, je suis vraiment de cœur avec les personnes que je considère biologiquement, physiologiquement vulnérables, vulnérabilité éventuellement en danger dans un système autoritaire, on va dire. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, tout à fait. Mais j'aime bien rappeler ces travaux, du coup, parce qu'il y a du travail à faire pour avoir un maximum d'adhésion dans le temps imparti, dans le temps qui nous reste. Ouais. Moi, ce que je trouve préoccupant, justement, sur comment, en fait, mettre en place ces solutions, et puis surtout comment trouver le bon discours politique, le discours politique qui va permettre un peu de parler vraiment mieux et plus concrètement d'écologie. Mais pourtant, justement, on parle de l'extrême droite, on parle de la Macronie, on parle de ces mouvements politiques-là, plus ça va, et on a l'impression que plus ça va, et plus le discours scientifique est discrédité, du coup mis de côté, pas écouté, sans doute aussi pour des visions électoralistes. Quand on vise un certain électorat qui est sceptique un peu en tout, on va pas écouter les scientifiques, on va plutôt donner du grain à moudre à ces gens-là. Est-ce que pour vous, là, on n'est quand même pas dans un contexte à ce titre-là qui est de plus en plus préoccupant, Fabienne ? C'est pas facile de répondre. Déjà, je pense on continue à... c'est les personnes qui nous gouvernent et qui sont puissantes actuellement et économiquement et en termes de pouvoir. Elles écoutent certains scientifiques. Elles sont même prêtes à leur accorder encore des sommes colossales pour investir dans des recherches sur l'IA ou dans des accélérateurs de particules, etc. Enfin, il y a des pans entiers de la science qui sont pas en péril et qui sont fortement poussés. Donc, il y a des choix de soutenir certaines sciences et de ne pas en écouter, voire d'en discréditer d'autres. Donc, c'était peut-être la première réponse que je voulais faire. Je ne sais pas si Laurent, tu veux reprendre sur ce thème aussi. Et c'est effectivement le cas, il y a des choix à faire. Si je prolonge ton discours, la question du technosolutionnisme, elle est très présente. Et effectivement, les approches technosolutionnistes scientifiques vont être mieux financées, n'ont probablement pas trop de soucis à se faire et vont arriver, la géo-ingénierie va arriver très, très prochainement, c'est assez certain que ça va être mis à l'ordre du jour et elle n'aura pas trop de difficultés à se faire financer dans une visée technosolutionniste. Il y a aussi... ça m'amène aussi sur la question de ce technosolutionnisme qui repose sur une disponibilité des systèmes et des infrastructures à plus 4 degrés peut-être, puisque c'est ça dont on parle. Oui, ce qui est une sorte d'aberration. L'adaptation et le fonctionnement d'un système économique à plus 4 degrés, ça n'arrivera pas. Et donc la question de la disponibilité de l'énergie aussi. Fabienne mentionnait des projets scientifiques qui sont extrêmement gourmands en énergie. On pourrait parler des data centers qui ne sont pas des projets scientifiques, mais qui sont pressants dans la com du gouvernement que la solution viendra du calcul, de l'IA, etc. Il a annoncé un énorme investissement je ne sais plus le nom de l'entreprise japonaise, sur un énorme data center. C'est la surenchère. La France a décidé de se positionner, comme les Pays-Bas, je crois, sur ces choses-là. Mais évidemment, c'est tellement gourmand en énergie que si on met l'énergie à cet endroit-là, on ne la mettra pas ailleurs. On ne la mettra pas en particulier pour protéger les populations. Si je fais écho à ce que disait André, et qui est très important. Donc c'est de la maladaptation, encore une fois, la technosolution est une maladaptation. Et donc là, les scientifiques sont acteurs de cette chose-là. Oui. Fabienne, vous voulez rajouter quelque chose ? Oui, je voulais ajouter qu'effectivement, et les sciences ou les scientifiques qui ne sont pas entendus sont celles dont les conclusions vont contrevenir au culte de la croissance et à la poursuite de l'existant. Donc, toutes les analyses qui sont soit des analyses un peu systémiques, qu'il s'agisse de bilan de matière, si on y arrive par des sciences dures, ou des analyses plutôt en sciences humaines et sociales qui remettent en question, qui par un travail
travail scientifique, d'analyse rigoureuse, remettent en question la viabilité du système tel qu'il est dominant, tel qu'il est construit aujourd'hui, ces sciences-là, elles ne sont pas entendables ou entendues par les gens qui n'ont pas intérêt à ce que ça change. Ça revient à ce que disait tout à l'heure André, elle parlait de programmes d'efforts, etc. Pour être très explicite, on ne demande pas à tout le monde de faire des efforts comme si on revient sur la question des inégalités. Il va falloir faire des choix. Il y a des secteurs entiers d'activités qui sont nuisibles, qu'il faut stopper. Il y a des gens qui possèdent des richesses de façon extrême, il faut les taxer. Il faut répartir les richesses et arrêter un certain nombre d'activités qui sont nuisibles. Et du coup, ce que ça fait, c'est qu'aussi, ça remet en lumière le fait que les sciences, elles sont aussi politiques. La meilleure preuve, c'est que certaines sont entendues et d'autres non. Ça, c'est peut-être quelque chose que une partie de nos collègues scientifiques ont aussi du mal à accepter. C'est l'idée qu'ils ne peuvent pas continuer à leur activité de scientifique en se croyant totalement déconnectés du monde qui nous entoure. Les sciences, elles sont politiques. Oui, elles sont politiques et elles sont aussi dans notre vie quotidienne, parce que tout à l'heure, Laurent évoquait la question de l'énergie. Tout à l'heure, j'ai évoqué aussi la question des cités qui se sont retrouvées privées d'électricité. Tout ça, effectivement, le dérèglement climatique, là on parle de canicule, mais en hiver, ça va être des grandes vagues de froid. À l'automne, ça va être des intempéries avec des vents, des tempêtes, comme on a pu voir en Corse au début des années 2020, par exemple. Tout ça, ça va coûter de l'électricité, de l'énergie, ça va générer des coupures de courant. Au bout d'un moment, les infrastructures électriques françaises vont, en tout cas, si je reste à l'échelle de la France, vont peut-être être rendues exsangues par tout ça. Qu'est-ce que vous analysez là-dedans, André ? Quelle est votre analyse de ça pour plus tard ? Je pense que les travaux du GIEC sur le troisième rapport, qui n'a pas été très écouté justement, dresse un espèce de bilan aussi rationnel et chiffré que possible. Ça, c'est le cortex, le cerveau, sur ce que ça signifie, le dérèglement climatique. Je suis désolée parce que moi, ça reste pas au cerveau. Chez beaucoup de gens, ça reste au cerveau. Moi, ça va rester au cerveau. Ouais. Ça va au cœur. Donc, effectivement, on peut avoir un débat qui reste très superficiel, mais ça signifie des morts, des victimes. Ça signifie déjà des morts et des victimes. Et donc, sur l'Afrique, tous ces déplacés, ces migrations qui ont des raisons en lien avec le dérèglement climatique et ce système dont on parle, ces peuples et ces cultures dévastées par notre société. Ebola maintenant, bon, là, on a parlé aussi de la forêt amazonienne, ces populations qui y habitent, ces pays dont on critique, soi-disant, les valeurs démocratiques. Ce sont des morts. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est que des morts ? Des morts, ce sont des organismes qui ont été vivants et qui cessent de vivre et retournent à la nature. Ce sont des morts, ou à minima, des gens qui finissent dans des conditions de vie déplorables, sinistrés, qui subissent les catastrophes naturelles de plein fouet. À nouveau, moi, je ne reste pas dans le cortex. Ça n'a aucun sens pour ma propre vie. Ma vie ne consiste pas à avoir une pensée déconnectée. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui fait que je souffre. Et c'est une des raisons pour lesquelles je suis un scientifique en rébellion. C'est cette souffrance qui a été motrice. Et j'y trouve la possibilité d'échanger avec des gens qui adorent s'informer. Mais alors, chaque élément d'information que l'on acquiert, quand on va le connecter, c'est une souffrance à traverser et à mettre en sens. Et à un moment donné, si on s'imagine et qu'on associe en plus un élément de responsabilité dans les morts actuelles et à venir, c'est un sentiment qui est atroce. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Si, ça en partie. Très bien, au contraire. Bon, voilà. Et du coup, il y a pour moi une étape qui est à la fois magnifique chez l'humain. C'est la capacité justement à donner du sens à la vie telle qu'elle se trouve et à vouloir protéger la vie dans ce qu'elle a de plus merveilleux et à ses origines, la première cellule, Lucas, et tout ce qu'elle a amené sur Terre comme diversité et comme merveilleux. Et moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait un projet politique qui remet du sens là-dedans.
Et après, comme dit Fabienne, on fera ce qu'on pourra. Avec tout ce tableau dont je vous ai dit, des empathies, et d'aller à un moment donné prendre un certain pouvoir pour indiquer à certaines personnes que l'on trouve déraisonnables par rapport à ce sens profond dans leurs revendications concernant leur intérêt personnel. Maintenant, je vous dis ça, moi, j'ai aucun pouvoir, à part celui de venir vous voir et à travers votre média, d'avoir peut-être un peu d'influence. Nous, justement, on a le pouvoir de vous donner la parole merci pour beaucoup. parler de ces sujets-là sous un angle un petit peu différent de celui qu'on voit habituellement. Je dis pas ça pour jeter des fleurs aux médias, mais si un petit peu quand même, parce que justement, nous, on a cette liberté de parler de ces choses-là et pas de parler de la climatisation comme sur BFM ou CNews. Et malheureusement, c'est très important parce qu'effectivement, chez Scientifique en Rébellion, on saisit bien que le vivant est remis au milieu. Et quand on dit le vivant, c'est le vivant au sens large, dans le sens le plus large possible, c'est-à-dire de la plus petite cellule de la petite espèce monocellulaire à nous. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, Laurent ? Non, je crois pas. Enfin, je pense qu'on a fait un peu le tour de la question. Enfin, c'est la question de. Je pense qu'il y a un point qu'on a dit plusieurs fois, mais qui nous tient quand même pas mal à cœur, c'est la question de la justice ou de l'injustice climatique, et que en fait, quand on parle d'adaptation, la seule chose qui serait raisonnable, c'est de se préparer à accueillir et à partager les ressources. Il est fort probable que l'Indonésie, plus de 300 millions d'habitants quand même, soit inhabitable dans quelques décennies. À la place, on est en train de construire une forteresse. C'est même pas que l'Indonésie, même si on peut... Parce que, comme tout à l'heure, vous parliez d'empathie, les gens souvent ont malheureusement plus d'empathie pour le proche que pour l'éloigné. D'ici peut-être 50 ans, Venise sera plus habitable non plus. Mais il y aura plus de ressources pour les bien sûr. En tout cas, merci beaucoup tous les trois d'être venus sur ce plateau pour discuter de ce sujet en ce contexte quand même de canicule qui va durer encore un petit moment en plus. Merci beaucoup, André Debacker. Je rappelle, vous êtes chercheuse en sciences des matériaux. Merci beaucoup, Laurent Husson. Je rappelle aussi, vous êtes chercheur en sciences de la Terre à l'Institut des sciences de la Terre. Et merci beaucoup à vous, Fabienne Barato. Vous êtes quant à vous ingénieure à l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Alors, pour terminer sur une note d'espoir. Allez. J'ai à cœur de soutenir une initiative de Aristide du podcast Métabolisme City. Parce que dans tout ça, j'ai eu ma petite séquence émotion, mais on bâtit de l'espoir. J'ai beaucoup d'espoir sur l'intelligence collective et sur les forces démocratiques qui sont dans notre culture à l'échelle notamment des villes. Donc, voilà. Et donc, c'est un appel à vos auditeurs à soutenir son projet. C'est un projet de fresque, fresque, donc cet outil qui permet de manipuler des connaissances scientifiques avec des citoyens et éventuellement des acteurs politiques à l'échelle de la ville pour adapter les villes comme un métabolisme qui a des flux rentrants, des flux sortants liés au bien-être, aux besoins fondamentaux et aux besoins de production. Et c'est un appel aux dons et un appel aussi à des villes pilotes qui voudraient comme ça cet outil innovant et producteur d'intelligence collective afin de transformer nos territoires. Okay. Merci. Merci beaucoup André d'avoir fait connaître ce podcast à nos téléspectateurs et justement pour nos téléspectateurs, vous aurez compris que cette émission est terminée. Avant de rendre l'antenne, on a quand même quelque chose de très important à vous dire. On l'a déjà répété, mais quand même, je le redis encore. Le 24 juin dernier, le média est passé devant l'Arcom dans le cadre de sa candidature pour la TNT francilienne, ce qui permettrait par exemple d'avoir à la télé des émissions comme celle-ci. Et d'ici là, notre objectif, c'est toujours le même, c'est d'atteindre 5000 donateurs mensuels pour qu'on puisse se présenter devant la TNT avec la communauté la plus forte possible et les finances les plus stables possibles. Donc si vous souhaitez défendre une information indépendante et nous aider à préparer aussi les grandes échéances démocratiques à venir, donc en 2027, où ces thématiques-là seront évidemment très importantes, rendez-vous sur cap-sur10cap.lemediatv.fr. Notre survie ne dépend que de vous. D'ici là, je vous dis à très vite sur les antennes du Média.